Bon, bah, merci à vous. Et bonjour Catherine, je crois qu'on ne s'est pas encore salué. Et bonjour Oui, à oui, tous. bonjour, bonjour Hélène. Alors, j'espère que... déjà, est-ce que vous voyez bien le diapo? Oui, Ouais, c'est enfin bon. moi. Oui, tout à fait. Ok, bah, du coup, ça va être une présentation à deux voix, du coup, avec Catherine Gouldenfels, qui est médecin au CRCDC, et moi-même, donc je suis Hélène Kunzmann, chargée de projet prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie à Strasbourg. Donc, quelques éléments de contexte qu'on va vous présenter. Madame Gouldenfels va faire un rapide rappel des modalités sur les dépistages organisés des cancers. Moi, de mon côté, je vais vous parler de quelques nouveautés qui ont lieu, donc notamment en lien avec l'assurance maladie. Et puis, en dernier lieu, on vous proposera quelques ressources que vous pourrez consulter à tête reposée. De toute façon, Johanna a le diapo, donc je pense que Johanna, tu pourras t'occuper de l'envoyer Oui, bien sûr, ouais. dessus. Voilà. OK. Alors, pour commencer, quelques éléments de contexte. Donc, pour rappel, hein, l'objectif des dépistages organisés, c'est de détecter de façon précoce les cancers ou en tout cas des anomalies qui sont susceptibles de se développer peut-être un jour en cancer et du coup de pouvoir les prendre en charge de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc, il y a évidemment un enjeu de la santé des populations et puis, casquette assurance maladie, un enjeu d'optimisation des dépenses de santé puisque bien évidemment, il est plus efficient de prévenir que de guérir. Donc, globalement, c'est ce que je disais, hein, détecter un temps, il se traite un petit peu mieux, ces cancers. L'exemple le plus pertinent concerne le cancer du sein, puisque la survie à 5 ans pour un cancer dépisté à temps est de plus de 90%. Alors qu'elle est de 25-26% pour un cancer qui est déjà métastasé. Donc ça, c'est une source de l'Institut national du cancer. Donc les dépistages organisés, ça concerne 3 types de cancers, hein, pour rappel, le sein, le colorectal et le col de l'utérus. Concernant le sein, notamment, il faut bien comprendre qu'il y a donc les dépistages organisés, qui sont les dépistages organisés par l'État et l'assurance maladie, et qu'on différencie de ce qu'on appelle le dépistage individuel. Donc, ce sera une mammographie qu'on va proposer aux femmes selon les besoins ou à leur demande, voilà, parce qu'elles ressentent une anomalie, mais ce ne sera pas quelque chose qui va se passer de façon organisée sur invitation de l'État ou de l'assurance maladie. Alors, juste pour rappel que, bien sûr, pour l'assurance maladie, c'est une priorité, hein, depuis plusieurs années. On est vraiment très attentif à ce que la population puisse participer le maximum possible à ces campagnes d'invitation de dépistage. Et pour bien orienter nos actions, ça fait quelques années maintenant qu'on réalise un diagnostic territorial qu'on met régulièrement à jour. Donc ce diagnostic territorial, c'est quoi? C'est en fait, on va aller requêter dans nos bases, voir quels sont en fait les actes de dépistage qui ont été enregistrés et on va le faire selon un découpage territorial. Donc globalement, ça donne ce genre de carte. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais je voulais vous les présenter parce que c'est quand même assez intéressant. On a réussi cette année à faire un découpage très précis par quartier sur Strasbourg et Eurométropole. Donc tout ce qui est en rouge, c'est le cancer du sein. Tout ce qui est en bleu, c'est le cancer colorectal. Donc vous le verrez mieux quand vous aurez le diapo euh, que Johanna va vous envoyer par la suite. Mais en tout cas, vous voyez déjà donc Strasbourg à peu près au milieu avec tous les quartiers. Euh, on voit que Strasbourg, ville, et on va dire quelques villes autour, notamment Bischheim, Schiltigheim, sont les quartiers les moins bien dépistés. Et quand on va un peu plus vers le sud et un peu plus vers l'ouest, c'est un petit peu mieux. Donc, en ce qui vous concerne, enfin, sur le territoire de la CPTS, clairement, vous n'êtes pas les pires. Mais bien sûr, tous ces résultats restent perfectibles, que ça soit sur le cancer du sein ou le cancer colorectal. Alors malheureusement, je n'ai pas les données pour le cancer du col de l'utérus, en tout cas pas de façon aussi précise, pour des raisons de profondeur de requêtage. Nous pouvons, nous, aller uniquement sur 2 ans en arrière pour des raisons techniques dans nos bases. Et donc, comme le cancer du col de l'utérus, on est plutôt sur des requêtages de 3 à 5 ans. Voilà, j'ai pas de carte à vous proposer. Mais en tout cas, ça vous donne déjà une photographie
un petit peu global de ce qui se passe sur les dépistages dans nos territoires. Voilà, et donc je vais laisser la parole à Catherine Guldenfels pour vous présenter rapidement, ou en tout cas vous rappeler ce que c'est que le CRCDC. Merci Hélène, bonjour à tous. Donc je suis Catherine Guldenfeld, je suis médecin coordonnateur maintenant de très longue date au CRCDC, qui est notre nom récent et qui s'appelait avant ADEMAS Alsace, que vous connaissez peut-être. Et donc nous avons fusionné ADEMAS Alsace, ADK Alsace, Association AEP, nous avons fusionné avec tous nos homologues des autres départements du Grand Est, la Modémas, la Vodeka, etc., sous le terme de CRCDC, Centre de coordination régionale des dépistages des cancers du Grand Est. Il y a, pardon, il y a France entière. Maintenant, cette organisation territoriale, elle existe France entière. Il y a un CRCDC par région administrative, y compris dans les DOM. Nos missions n'ont pas changé. Nous sommes en charge l'essentiel de nos missions, de notre objectif, c'est la déclinaison, pour ma part, sur le territoire du 67, des 3 programmes de dépistage organisés. En organisation opérationnelle des examens de dépistage, gestion du suivi des dépistages positifs, sensibilisation des professionnels, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, sensibilisation de la population cible et assurance qualité du programme. Jusqu'en 2023, nous étions également en charge de l'envoi des invitations systématiques à la population cible. J'y reviendrai rapidement dans les modalités qui ne sont pas tout à fait les mêmes entre les 3 programmes. Cette mission a été donnée à l'assurance maladie depuis le 1er janvier 2024. C'est donc maintenant l'assurance maladie. Le process n'a pas changé, on le verra. C'est toujours aux mêmes femmes et aux mêmes hommes que les invitations sont envoyées, sauf qu'elles sont envoyées depuis le niveau national maintenant, par l'assurance maladie. Donc c'est vrai qu'on est un peu en phase de calage actuellement. Donc, on va peut-être continuer, Hélène, les diapos. Voilà, je l'ai déjà dit, assurer le suivi des personnes, lutter contre les inégalités de santé pour essayer d'augmenter la participation. Là, Hélène y reviendra parce que ça, on le fait en partenariat avec l'assurance maladie et avec d'autres partenaires de type ligue ou associations sociales, dispositifs sociaux. Harmonisation des pratiques, informer et contribuer à la formation des professionnels et évaluer les programmes. Oui, nous restons en charge de l'évaluation du programme, c'est-à-dire de l'enregistrement des examens de dépistage, de leurs positifs, de leur suivi. Et ces données sont remontées au niveau national pour l'évaluation du programme. Donc, la suivante. Donc, on va passer maintenant les 3 modalités. Ça nous avait paru important avec Monsieur Lemonceau et les personnes de la CPTS de vous faire un rappel. Ce sont des choses que vous savez, mais peut-être je vais essayer d'être très pratico-pratique et surtout, on va essayer d'avoir un temps pour la discussion et les questions, mais sinon, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions très pratiques à poser. Allons-y. Le sein. Donc, dépistage organisé du cancer du sein, il est en place depuis très longtemps dans notre département. Donc, toutes les femmes 50 à 74 ans révolus qui sont considérées à risque moyen de cancer du sein, c'est-à-dire qui n'ont pas une prédisposition génétique ou des antécédents familiaux très chargés de cancer du sein qui laissent supposer une prédisposition génétique et qui n'ont pas d'antécédents personnels de cancer du sein en particulier. Parce que ce sont des femmes qui seraient à haut risque et pour lesquelles la surveillance avec une mammographie tous les 2 ans ne serait pas suffisante. Donc, les femmes à risque moyen à partir de 50 ans sont invitées à intégrer le programme pour réalisation d'une mammographie et d'un examen clinique des seins tous les 2 ans. Cette mammographie avec examen clinique des seins est prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Il n'y a pas d'avance de frais par les personnes. Donc, diapositive suivante, ça reprend le schéma. Donc, maintenant, vous avez l'assurance maladie qui va écrire au domicile des personnes. Alors, comme il y a une personne du secteur du handicap, je fais une petite parenthèse.
parce que ça peut être source de problématiques, c'est l'adresse qui est enregistrée dans les fichiers de l'assurance maladie qui nous étaient auparavant transmises et qui maintenant vont être envoyés en direct. Donc, ça peut être, pour un certain nombre de personnes en situation de handicap, l'adresse de son tuteur. C'est ce qu'il faut avoir à l'esprit, ce qui fait qu'un certain nombre de ces personnes ne reçoivent pas toujours le courrier. Ça dépend de l'organisation, de quel tuteur, de quelle personne. Après, il y a des personnes handicapées qui ne sont pas en capacité de répondre au dépistage. Mais voilà, c'est une petite parenthèse. Et donc, c'est l'adresse qui est déclarée à l'assurance maladie. Une personne qui déménage, si elle n'informe pas sa caisse de son changement d'adresse, elle ne recevra plus les courriers de dépistage. Parce que pour le sein, c'est un courrier papier qui est édité à l'ancienne, comme nous faisions. Associé à ce courrier, il y a toujours, comme nous le faisions, la liste des radiologues agréés pour le dépistage organisé dans le département de résidence de la personne. Dans le 67, toutes les radiologues qui font de la mammographie participent au dépistage. Donc, il n'y a pas de choix particulier à faire de radiologue par rapport au dépistage individuel ou au diagnostic. Ça peut bien être ça peut être le radiologue chez qui elles ont l'habitude de se rendre. Donc, c'est sur rendez-vous, bien sûr. La mammographie est une mammographie classique, 2 incidences, examen clinique des seins. Il y a possibilité de compléter la mammographie le jour même d'une échographie, 2 clichés complémentaires d'agrandi. Ça, c'est le radiologue qui fait d'éventuels compléments au dépistage aux 2 incidences, tant que la personne est dans son cabinet. Et il lui donne l'interprétation, sa première interprétation, c'est-à-dire le compte-rendu de sa première lecture. S'il y a une anomalie, il décide de la prise en charge et de la suite à donner avec la patiente, éventuellement son médecin, la reconvoquer dans quelques mois, faire une IRM ou programmer une biopsie. S'il ne voit pas d'anomalie, le dossier nous est adressé au CRCDC pour une deuxième interprétation des radios. Tout ce process est en place depuis longtemps et n'a pas changé. Donc, nous recevons les radios et une fiche de liaison avec le cabinet de radio. Et donc, c'est un autre radiologue. Nous avons des vacations de radiologues qui sont également des premiers lecteurs d'ailleurs, qui viennent relire des dossiers. Ils ne voient que les radios et les radios antérieures. Et ils confirment la plupart du temps, dans plus de 99% des cas, l'absence d'anomalie sur cette radio. Dans un certain nombre de cas, ils considèrent qu'il faut peut-être poursuivre un peu les investigations et donc un courrier, les résultats définitifs, mais enfin ils ne sont pas tout à fait définitifs. Donc les résultats de cette deuxième lecture sont adressés à la personne, lui conseillant de revoir avec son médecin et son radiologue pour poursuivre les investigations. Ils sont bien évidemment envoyés au médecin déclaré par la femme. Alors, ce n'est pas nécessairement le médecin traitant. Sur notre fiche de liaison, nous avons le nom, nous demandons à la personne de nous indiquer le ou les médecins à qui elle souhaite que les résultats de la mammographie soient envoyés. Donc, on a la plupart du temps un médecin traitant et éventuellement un gynécologue ou une sage-femme qui suit la personne sur le plan gynéco. Et nous écrivons bien évidemment au radiologue. La diapositive suivante. Cancer du côlon. Donc, le principal process qui a changé pour le sein comme pour le côlon, c'est que c'est maintenant l'assurance maladie qui envoie les courriers avec son logo assurance maladie. Donc, vous, au niveau de professionnels de terrain, vous pouvez avoir des questions, parce que moi, je l'ai déjà eu, par exemple, pour le sein, en disant, oui, j'ai bien eu la lettre de l'assurance maladie, c'est des radiologues qui me l'ont rapporté, mais j'attendais que le CRCDC ou que l'ADEMAS m'écrive. Donc voilà, bien, les femmes, ça vient de se mettre en place. Les premières invitations ont été envoyées en février. Donc voilà, il faut que les femmes réalisent qu'elles n'auront plus que l'assurance maladie qui leur écrira et plus nous. Mais le reste du circuit reste le même. Pour le côlon, c'est pareil, c'est ce qui a changé également au 1er janvier. Donc les invitations sont envoyées hommes et femmes, 50 à 74 ans. Alors pour rappel, le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus fréquent chez la femme. C'est quelque chose. Alors, tout le monde sait bien que les hommes sont touchés par le cancer du côlon, mais les femmes ont tendance à penser qu'elles ne sont pas concernées. Donc, c'est le deuxième en termes de fréquence chez la femme et le troisième chez l'homme, derrière le poumon. Donc, là, c'est un cancer qui est très fréquent. Les signes cliniques sont très tardifs. Petit rappel sur le cancer du côlon, les signes cliniques du cancer du côlon sont très tardifs. Et à des stades souvent importants quand on commence à avoir vraiment des signes digestifs. Donc, c'est vraiment important de promouvoir le dépistage organisé.
Donc, c'est les cibles d'âge où le cancer est le plus fréquent, comme pour le sein, 50-74 ans. Petite parenthèse pour le 74 ans, pour le sein. Nous arrêtons d'écrire à 74 ans pour des questions de logistique, parce que ça concerne beaucoup de personnes, et après 75 ans, un certain nombre de femmes ou d'hommes ont plus de difficultés à réaliser les examens de dépistage, à aller chez le radiologue pour les femmes, etc. Par contre, le risque, surtout pour le cancer du sein, ne faiblit pas après 75 ans. Donc, nous, on fait beaucoup d'informations dans le dernier courrier qu'on envoie aux femmes pour qu'elles continuent à se faire suivre par mammographie systématique, du coup, sur prescription de leur médecin ou de leur sage-femme. Donc, incitez-vous, professionnels, aux femmes qui sont en capacité de continuer les mammographies, c'est-à-dire qui ne sont pas placées en EHPAD, qui sont en capacité de se déplacer dans les cabinets de radio, à poursuivre les mammographies après 75 ans sur votre prescription, puisqu'elles ne recevront plus d'invitation. Parce que le risque reste important après 75 ans de cancer du sein. Cancer du côlon, c'est à discuter là aussi avec le médecin traitant après 75 ans en fonction de s'il n'y a eu que des tests immunos, s'il y a eu des colos, etc. Donc, invitation envoyée par l'assurance maladie aux hommes et aux femmes à risque moyen, c'est-à-dire qui n'ont pas déjà eu, bien évidemment, un cancer du côlon ou des polypes avancés à titre personnel au niveau du côlon et qui n'ont pas dans leur famille des antécédents familiaux de cancer du côlon. Pour lequel, dans ces cas-là, ce sont des personnes à risque élevé de cancer du côlon et le test immunologique n'est pas celui qui est approprié. Ce sont des personnes qui doivent faire d'emblée une coloscopie. Pour le côlon par rapport au sein, on a l'existence de 2 tests de dépistage qui peuvent être mis en place. Alors, pas de façon aussi facile. C'est sûr, une coloscopie, ce n'est pas tout à fait aussi simple qu'une recherche de sang de type microscopique dans les selles, mais c'est à faire pour des personnes à risque élevé. Une fois tous les 2 ans, cette invitation est envoyée. Et donc, réception d'une invitation. Il n'y a pas, pour les 2 dépistages, comme vous voyez, il n'y a pas besoin que les personnes qui reçoivent le courrier fait office d'ordonnance. Elles peuvent se rendre directement, soit chez le radiologue avec cette lettre d'invitation, soit chez leur médecin, leur pharmacien, où on va le voir, diapositive suivante, pour récupérer le kit. Voilà. Donc, je reçois mon courrier d'invitation avec lequel je peux obtenir le kit de dépistage immunologique, la fameuse enveloppe bleue, dont je n'ai pas mis de photo, c'est vrai, qui contient ce test immunologique. Donc ce test, mon médecin peut me le remettre. Les pharmaciens formés, il y en a de plus en plus qui sont formés à la remise du test, ou je peux même le commander par Internet, puisque j'ai la lettre d'invitation, j'ai les références de mon éligibilité, donc je peux commander sur Internet sur mon kit dépistage-colorectal.fr pour le recevoir cette fois-ci à la maison. Le test se réalise chez soi. Donc, pour les personnes qui l'ont déjà réalisé ou qui ont déjà eu des échos, c'est bien expliqué dans le mode d'emploi, mais voilà, c'est un petit peu de manipulation. C'est pas très facile. Des fois, c'est pas évident de ne pas uriner en même temps que de faire les selles. Bon, il y a toute une gymnastique et je rejoins le discours pour les personnes en situation de handicap. Elles peuvent avoir besoin d'être accompagnées pour réaliser ce dépistage, mais il a l'avantage de se faire à la maison à un moment où on le souhaite. Et ensuite, c'est envoyé par la poste et c'est analysé par un laboratoire central qui analyse tous les tests de dépistage France entière, laboratoire Cerba. Là aussi, ensuite, les résultats sont adressés à la personne, au médecin signifié sur les fiches de liaison et au CRCDC qui enregistre les résultats. Là, il y a des petites remarques pratico-pratiques. C'est un test qui est assez sensible à la chaleur. Donc, il ne faut pas qu'il traîne dans la boîte aux lettres. Il ne faut pas qu'il traîne une fois qu'il a été réalisé. Il faut qu'il soit envoyé le plus rapidement possible au laboratoire. Donc, évitez de le faire le vendredi, la veille d'un grand week-end, et qu'il attende dans la boîte aux lettres, surtout en été. Donc, le réaliser plutôt début de semaine et le poster immédiatement pour qu'il arrive dans les meilleurs délais au laboratoire. Diapositive suivante. Troisième programme qui, lui, diffère un petit peu des 2 autres, c'est le dépistage du cancer du col, enfin, diffère un petit peu par rapport aux invitations. C'est un dépistage qui s'adresse là aussi de nouveau aux femmes entre 25 et 65 ans, avec réalisation d'un prélèvement cervico-utérin.
qui bénéficiera de deux méthodes d'analyse, soit une analyse cytologique, on étudie les cellules pour les personnes, mais c'est le même prélèvement, hein, c'est avec le même type de prélèvement. Donc de 25 à 29 ans, on fait une analyse des cellules du col, ce qu'on appelait autrefois le frottis. À partir de 30 ans, les personnes bénéficient d'un test HPV, c'est-à-dire de la recherche de différents éléments de papillomavirus dans les prélèvements. Et ça n'est qu'en cas de test HPV positif qu'on fera l'analyse cytologique. Ça permet de moins surcharger les anatomo-cytopathologistes de l'analyse des cytos. Ça permet un certain tri. Et donc, ces tests sont à réaliser tous les 3 ans pour un frottis cytologique, tous les 5 ans pour le test HPV parce qu'il est plus sensible, en fait, s'ils sont négatifs. Donc là, la différence avec les deux autres programmes, c'est que ne vont recevoir un courrier d'invitation maintenant par l'assurance maladie que les personnes dont on pense qu'elles ne sont pas suivies. C'est-à-dire que l'assurance, c'était déjà le cas avant, on n'écrivait que les personnes pour lesquelles on n'avait pas connaissance d'un remboursement d'un acte de prélèvement cervico-utérin dans les 3 ans. Ça, c'est la première différence avec les autres programmes. C'est-à-dire que si une personne vous dit, mais moi, j'ai jamais eu de courrier pour le dépistage du cancer du col, ben, c'est peut-être tout simplement qu'elle est bien suivie. Après, c'est à vérifier, ce sont des fichiers, ça concerne un nombre considérable de personnes. Il peut toujours y avoir des personnes qui n'ont pas fait de frottis, dont on pense qu'il y a eu un enregistrement erroné d'un acte, ou au contraire, on pense qu'elles n'ont pas de frottis, on leur écrit et elles nous disent ah bah, si, je l'ai quand même fait, simplement il a peut-être été fait dans un autre cadre ou avec un acte gratuit, il n'y a pas eu de cotation, ou il y a plein de raisons sur des fichiers qui traitent des centaines de milliers de personnes, ça peut arriver. L'autre différence aussi avec les deux autres programmes, parce qu'ils s'adressent à des gens plus jeunes et parce qu'il y a un nombre considérable de femmes de 25 à 65 ans, c'est que c'est a priori une invitation dématérialisée qui est envoyée par l'assurance maladie dans le compte Amélie des personnes, pour les personnes qui ont activé un compte Amélie. Donc là aussi, il n'y a pas de courrier physique. Il y a un courrier physique que pour les personnes qui n'auraient pas de compte Amélie actif. Corrigez-moi, Madame Kutzmann, si c'est pas juste. C'est exactement ça. Non, non, c'est Voilà. tout à fait ça. Donc ça, c'est aussi une petite vigilance à vous, professionnels, à avoir, c'est-à-dire à bien dire aux gens d'aller regarder. Alors normalement, le compte Amélie, on a une notification par mail qu'il y a un nouvel élément dans son compte Amélie. Mais enfin voilà, il ne faut pas que les gens pensent qu'ils vont avoir l'invitation dans la boîte aux lettres. Pour les personnes. Après, vu les tranches d'âge, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais on est en période un peu de rodage de cette nouvelle façon d'inviter. Diapositive suivante. Donc là, ça reprend le même schéma. Donc, je reçois ce courrier dans mon compte Amélie et je me présente chez un professionnel de santé qui pourra faire ce prélèvement cervico-utérin. Gynécologue, médecin traitant, sage-femme. Les sages-femmes font maintenant du suivi gynéco, enfin, elles le faisaient de tout temps, mais on insiste beaucoup sur le fait d'aller voir des sages-femmes pour son suivi gynécologique, quel que soit son âge. Pour les frottis, c'était plus évident, mais y compris pour des femmes plus âgées, pour un examen clinique des seins, pour une prescription de mammographie, les sages-femmes peuvent être une bonne alternative devant la difficulté quelquefois d'obtenir des rendez-vous chez les gynécologues avec les départs en retraite, etc. Donc, je prends rendez-vous chez ce professionnel de santé qui effectuera l'examen, le prélèvement cervico-utérin. Ce prélèvement sera adressé à un laboratoire ou à un centre d'anatomocytopathologique pour qu'il soit analysé, analysé en test HPV ou en cyto. C'est donc une autre personne qui est dans la boucle et les résultats me seront envoyés ainsi qu'aux professionnels de santé suite à l'analyse faite par l'analyseur, comme on dit au sens large, le laboratoire. Autre petite difficulté aussi sur le dépistage du col par rapport à la facturation. Le prélèvement, la consultation chez le gynéco n'est pas prise en charge, gynéco, sage-femme, médecin traitant, pour le prélèvement, n'est pas prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Le dépistage individuel, c'est-à-dire la personne qui ne reçoit pas de lettre d'invitation mais se fait faire un frottis, son analyse n'est pas prise en charge à 100%, ne sont pris en charge que les analyses des femmes qui ont reçu une invitation.
Ce qui implique, et ça c'est aussi quelque chose, je ne sais pas s'il y a des sages-femmes autour de la visio qui vont revisionner le replay, les professionnels de santé qui font des prélèvements cervico-utérins ou les sages-femmes qui en font, il faut qu'elles, si la personne a une lettre d'invitation, il ne faut pas qu'elles oublient de le signifier à l'analyseur, celui qui va analyser le prélèvement, en cochant une case dépistage organisé. Avant, il y avait des étiquettes sur les invitations que nous envoyions, parce que c'était un courrier papier, donc il y avait possibilité de coller une étiquette sur la feuille de transmission qui accompagne le prélèvement. Maintenant que les invitations sont dématérialisées, il n'y a plus cette étiquette, mais il y a toujours le remboursement à 100% du prélèvement. Donc, il faut bien que la personne qui prélève communique au laboratoire que c'est dans le cadre du dépistage organisé pour que la personne puisse bénéficier de la prise en charge à 100%. Ben voilà, je crois que c'est ce que je voulais dire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Peut-être que je suis allée un peu vite sur certains points, là, sur les modalités. Puis après, je repasse la parole à Hélène pour les perspectives 2024. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur le pratico-pratique sur les 3 dépistages? J'ai été si claire que ça et si complète que ça. Là, je poursuis et puis s'il y a les questions qui arrivent. Exactement, Ah, voilà. il y a une question sur le chat. Non, c'était très clair. Ok. C'était très clair. Merci à vous. Écoutez, poursuivez Hélène, on verra s'il y a encore des questions plus tard. Ouais. Alors, je reprends la parole pour vous parler un petit peu des nouveautés. Alors, bien sûr, Catherine a déjà parlé des invitations. Donc, ça, c'est la grande nouveauté de 2024. En même temps, c'est surtout une nouveauté pour l'assurance maladie. C'est pour vous et pour vos patients, ça change rien. Mis à part qu'effectivement, comme on est un petit peu dans une période de rodage, il est possible que vos patients reçoivent un doublon, en fait, tout simplement, puisque parfois, il arrive qu'ils aient reçu une invitation qui a été envoyé par le CRCDC, on va dire fin 2023, et que début 2024, l'assurance maladie qui a repris le truc, en gros, on parle de millions d'invitations, se retrouve à envoyer de façon dédoublée l'invitation à la même personne. Donc il se peut que le patient se retrouve avec 2 courriers, avec 2 logos différents, mais en fait c'est la même chose, c'est la même invitation. Voilà, c'est un peu le bug actuel, mais ça se met doucement en place. Et finalement, voilà, pour vous et vos patients, ça ne change rien. Ils reçoivent leur invitation et le process de dépistage organisé ne change pas. Ce qui va changer par contre, c'est que jusqu'à présent, quand nous avions des demandes d'opposition, donc de personnes qui ne souhaitaient pas participer pour X raisons au dispositif, ou des exclusions médicales, donc des personnes qui ne sont pas concernées par le DO pour des raisons d'antécédents ou des raisons médicales, nous le signalions au CRCDC, et c'était eux qui se chargeaient de mettre à jour les listings d'envoi. Depuis 2024, du coup, ces oppositions et ces exclusions, ces demandes-là sont à faire auprès de la caisse d'assurance maladie, et c'est nous qui allons du coup directement mettre à jour les listings. De la même façon, si vos patients vous expliquent qu'ils ont bien reçu l'invitation, mais qu'ils l'ont perdue, égarée, ils savent plus où ils l'ont mis, etc., vous pouvez demander à la caisse, du coup, un duplicata et on se charge d'envoyer voilà, une copie de l'invitation aux patients. Encore une fois, là, jusqu'à 2023, c'était le CRCDC qui faisait ça. Depuis 2024, c'est la caisse. Ensuite, une action dont je souhaitais vous parler, que nous allons mettre en place aussi au niveau assurance maladie. Alors, pour le coup, c'est une action nationale qui est organisée partout en France, mais nous allons en bénéficier dans le Bas-Rhin. Il va y avoir une grande campagne d'appels téléphoniques, ce qu'on appelle chez nous les appels sortants, pour appeler les gens. Alors, pour le coup, ce sera des gens qui vivent dans les quartiers, on va dire, les plus fragilisés en priorité, pour leur rappeler de faire leur dépistage. Donc, pour le cancer du sein, les appels vont être passés la semaine du 13 mai. Et pour le colorectal, ce sera plutôt fin d'année, donc ce sera la semaine du 12 novembre. Voilà. Donc, pour information, ça veut dire que potentiellement, vos patients peuvent vous en parler. L'assurance maladie m'a appelé, qu'est-ce que je dois faire, docteur, etc., etc. Donc, ce sera très bientôt pour le cancer du sein. Au niveau des listings de patients non dépistés, donc c'est aussi une question que j'avais eue récemment au niveau des médecins et des sages-femmes. Pardon, que des médecins, c'était que les médecins. L'année dernière, la CNAM, la Caisse nationale, avait effectivement envoyé des listings de patients
non dépistés, donc non à jour de leur dépistage pour le sein, le colo et le col de l'utérus. C'est des listings même papier qui avaient été envoyés, il me semble. Donc, beaucoup de médecins m'ont demandé si ça allait être reconduit. La réponse est oui. Avec une mise à jour de ces listings. Par contre, on nous avait annoncé premier trimestre 2024. Force est de constater qu'on est déjà en avril et qu'ils n'ont toujours pas été envoyés. Donc, à ce jour, je ne suis pas en mesure de vous donner un calendrier, mais c'est prévu. Enfin, au niveau local, pas mal d'actions aussi qui se mettent en place hein, avec nos partenaires. Alors, nous, au niveau de l'assurance maladie, on a par exemple une action avec des maisons de santé en lien avec la fac de médecine. Donc, nous avons un partenariat avec la fac de médecine pour accueillir des étudiants en service sanitaire. Donc, pour celles et ceux qui ignorent ce que c'est, donc ce sont des étudiants en santé, donc ça peut être médecine, pharma, école d'inf. Euh, pour le coup, nous, c'est avec la fac de médecine. Ce sont des étudiants en troisième année. Et c'est une sorte de... Alors, c'est obligatoire pour eux. Ils doivent réaliser un service sanitaire. En fait, ils doivent mener à bien des actions de prévention de santé publique sur le terrain, on va dire. Voilà. Donc, nous, on en a accompagné 10 cette année et ils vont intervenir à la maison de santé de la Cité de Lille. Et nous avons également une demande de la maison de santé de Haute-Pierre. Alors, à voir en termes de calendrier si on pourra l'honorer, mais voilà, c'est le genre d'action que nous faisons sur le terrain. Ensuite, on organise des webinaires plutôt pour les professionnels, hein, comme ce qu'on fait aujourd'hui avec vous. On l'avait fait l'année dernière avec les assistants médicaux du Bas-Rhin. Alors, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, mais on va sûrement le refaire cette année parce qu'il y a eu une grande augmentation du nombre d'assistants médicaux sur le territoire. Et on va faire la même chose aussi avec le centre d'examen de santé de Strasbourg. Pour ceux qui connaissent, rue du Pont-au-Chat, il y a un centre d'examen de santé qui est conventionné avec l'assurance maladie, avec pas mal de médecins, sages-femmes et spécialistes. Ensuite, un exemple également d'action que nous allons mettre en place prochainement qui peut peut-être vous intéresser. Alors, pour le coup, ce sera avec la CPTS Mossic Vignoble et également avec le CRCDC qui sera présent aussi sur ces journées. On va collaborer. Alors, moi, ce que j'ai appelé les journées frottis, alors le nom n'est pas encore homologué, mais globalement, ce sont les sages-femmes membres de la CPTS qui ont décidé d'ouvrir leur cabinet 2 samedis au mois de juin. Avec finalement des créneaux réservés pour faire du frottis, donc du dépistage cancer du col de l'utérus, et puis globalement de l'information sur les dépistages organisés de façon plus large. Donc ça va être en juin et voilà, c'est une première, on va expérimenter. Et au niveau de l'assurance maladie, du coup, on est en mesure de passer des coups de fil aux femmes qui sont non à jour de leur dépistage, donc de les cibler particulièrement et qui vivent dans ces territoires et de leur dire, bah voilà, pour info, n'hésitez pas à vous rendre samedi tel jour de juin dans tel cabinet de sage-femme. Il y aura des créneaux spécialement dédiés pour faire du frottis. Voilà. Donc c'est quelque chose ça peut être une inspiration peut-être pour votre CPTS. Autre exemple d'action qu'on a menée l'année dernière, c'était, alors pour le coup, dans le quartier de l'Elzo à Strasbourg, donc quartier prioritaire de la ville de Strasbourg. On a travaillé avec une association qui s'appelle Voisins Malins, qui a la particularité de faire du porte-à-porte. Donc, ce sont des gens qui vivent dans le quartier, qui sont finalement des habitants du quartier et que nous avons formés, pareil, avec le CRCDC, qu'on a sensibilisé aux modalités de dépistage. Et donc, eux, leur travail ensuite, c'est de porter le message auprès de leurs voisins. Donc, soit en faisant du porte-à-porte dans les immeubles, soit au pied des immeubles, quand c'est jour de marché, quand il y a une animation dans le quartier. Et donc, c'est quelque chose qui a assez bien fonctionné et probablement qu'on va refaire l'année prochaine, enfin cette année et peut-être l'année prochaine. Enfin, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il va y avoir prochainement, donc c'est à partir du mois de juin, un bus santé qui va migrer un petit peu dans les territoires, donc villes de Strasbourg, mais également quelques villages de l'Eurométropole et parmi eux Illkirch. Donc, il y a un bus à bord de ce bus santé. Alors, ce sera multithématique, mais le CRCDC et l'assurance maladie seront présents à bord dans des journées, à ma connaissance, pas encore précisées, mais en tout cas où vous pourrez retrouver des informations sur les dépistages organisés notamment. Donc, vous pouvez très bien y orienter vos patients.
Et enfin, quelques mots sur ce qu'on fait en interne aussi à l'assurance maladie pour que les modalités des DO soient connues et mieux connues aussi au niveau des services dont c'est pas forcément le cœur de métier. Mais notamment, nous travaillons à former régulièrement les délégués d'assurance maladie. Donc, ce sont ces fameuses délégués qui viennent voir les professionnels de santé pour leur parler des nouveautés de la CEPAM. Mais on forme également nos téléconseillers au niveau de la plateforme téléphonique et nos agents d'accueil de façon à ce qu'ils puissent répondre au mieux aux questions des assurés. Donc tout ça, c'est des nouveautés qu'on a mis en place cette année ou l'année dernière et on est assez content de voir que ça évolue bien. Voilà. Et puis en dernier lieu, je vous ai mis une diapo avec quelques ressources. Alors sur la gauche, vous avez sur la prévention en général, hein, tout ce que nous utilisons quasiment au quotidien au niveau de l'assurance maladie pour la prévention, donc avec aussi des données chiffrées. Et puis, je vous rappelle les grands sites de prévention. Et puis sur la droite, la colonne donc avec des liens spécifiques sur les dépistages organisés des cancers, avec les liens vers les différents sites qui peuvent être intéressants. Également le lien contre la Ligue contre le cancer qui est également très présent hein, sur cette thématique. Et enfin, les coordonnées directes des contacts au CRCDC selon les cancers, les 3 cancers. Voilà, et je crois qu'on en a fini. Nos coordonnées à nous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, en tout cas, pour la présentation, du coup, à 2 voix. Et voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à prendre la parole si vous avez une question. Du coup, moi, j'ai peut-être une question Allez-y. pour les professionnels. Est-ce que de côté CPTS, vous aviez peut-être des projets ou des idées d'action sur la thématique des dépistages où on Oui, pourrait oui, éventuellement vous accompagner ou voilà, ou s'associer? on a pris contact, enfin on a rencontré Madame Guldenfels là il n'y a pas très longtemps pour un peu parler parce qu'on a une fiche action sur la prévention des cancers et donc les dépistages sur les 3 cancers dont on a parlé là, ce midi. Donc on a effectivement tout un projet autour de la sensibilisation bah, des professionnels comme par ce webinaire, mais de manière quand même plus directe aussi, directement dans les cabinets, lors des consultes, etc. Donc, on a des choses qui se mettent en place. Et effectivement, on rencontre la semaine prochaine la personne, j'ai un trou de mémoire, pour le bus, l'action bus Santé-Ville, là, à Elkirch. Ça doit être Ariane Lafont, je pense. Oui, c'est ça, voilà, pour s'y associer aussi. Donc, la première année de la CPTS, on n'avait pas forcément fait grand-chose autour du cancer parce que voilà, on était dans le démarrage, il y avait des actions qui étaient plus urgentes, on va dire. Mais là, ça y est, on prend les choses en main. Et donc là, c'est un peu avec ce webinaire, c'est un peu le lancement officiel des actions de la CPTS sur les dépistages et sur le cancer en général, quoi. Il y a une question dans le chat, juste du coup, qui demande si pour le dépistage HPV, c'est un autoprélèvement. Alors non, attendez, mon micro est bien ouvert, oui. Ça n'est pas de l'autoprélèvement. L'autoprélèvement, c'est un dosage en laboratoire, une recherche du HPV en laboratoire. Au sein d'un prélèvement cervico-utérin classique, c'est-à-dire fait par un professionnel. L'autoprélèvement, c'est un prélèvement vaginal et on ne va pas jusqu'au col, jusqu'à la jonction cervico-utérine. Et ça n'est pas pour l'instant recommandé en routine et pas en programme organisé parce que c'est plutôt réservé à des femmes pour lesquelles on a beaucoup de difficultés à obtenir un examen gynéco. Parce que le prélèvement cervico-utérin nécessite un examen gynécologique, que ce soit un frottis ou que ce soit un test HPV. Et donc l'autoprélèvement n'est pas recommandé en première intention parce que parce que après il faut pouvoir retrouver la personne. Si il nécessitera, s'il est positif, nécessairement un examen gynéco et un prélèvement cervico-utérin pour pouvoir aller plus loin. Et il faut absolument c'est mieux de privilégier le prélèvement, mais le test HPV à partir de 30 ans, ce n'est pas en autoprélèvement, c'est sur un prélèvement cervico-utérin classique.
pas s'il y avait d'autres questions. Bon, après, c'était très clair, hein, même moi, j'ai tout compris. Alors. Et tant mieux, en espérant que ça a apporté quelque chose aux personnes. Et du coup, j'ai juste une question, mais c'est par curiosité. Pourquoi est-ce que du coup ça a changé? Pourquoi c'est passé au niveau national? C'était quoi la volonté à la base Hmm. de la CPM, j'imagine? Oui, alors C'est pas la CPAM, hein, c'est la CNAM. c'est vraiment au Ah, niveau là, national, ouais. hein. Ouais, ouais, Nous, au niveau local, on était très contents que ça passe par le CRCDC parce que c'est vrai qu'il y a aussi une expertise, un suivi des résultats, une connaissance particulière des professionnels de santé que clairement on laisse au CRCDC. La CNAM au niveau national, alors je pense que c'était simplement une volonté du ministère de la Santé de reprendre ça au niveau national, sûrement dans un souci, on va dire, de clarifier de qui fait quoi. Voilà, ça nous a été présenté plutôt sous cet aspect-là. Voilà, qu'il y avait une espèce de multitude d'institutions de santé, on savait plus trop qui gérait quoi, qui finançait quoi, voilà. Et donc, ça a été décidé comme ça au niveau du ministère, que les invitations seraient reprises au niveau national, comme ça, dans une volonté voilà, de tout remettre à plat et que ce serait plus D'accord. un seul expéditeur. Ok. C'était pas, oui, il y avait ça. Après, la volonté d'homogénéiser, ça avait commencé avec le regroupement en CRCDC par grande région plutôt que Oui, les oui. structures départementales. Donc ça avait une certaine logique, même de lisibilité du programme, etc. La reprise des invitations, oui, ça a été présenté comme ça pour homogénéiser. C'était aussi pour, suite au rapport il y a eu un rapport qui a fait beaucoup de bruit de l'inspection générale de Les affaires l'IGAS, sanitaires et des sociales. affaires sanitaires et sociales, voilà, qui regrettait le taux de participation au programme organisé en France est très bas. Malgré la puissance publique qui est derrière et les financements publics qui sont derrière, on n'est vraiment pas bon, hein, France entière, pour les 3 dépistages. Encore le col, c'est peut-être le moins mauvais, mais c'est le plus ancien aussi. Et on n'est clairement pas bon. Donc, il y avait aussi cette volonté de se dire, avec la grosse machine, et à juste titre, les gros moyens qu'ont l'assurance maladie pour joindre les personnes, Oui. avec, comme vous l'a très bien décrit Hélène, tout ce qu'ils sont en capacité de faire et que nous ne sommes pas en capacité de faire, Mhm. des appels sortants, du ciblage ciblé par territoire, pour vraiment inciter les personnes à participer. L'idée était aussi d'essayer d'obtenir une augmentation de ce taux de Oui. participation. Mhm. Il y avait une question je ne crois pas que vous ayez répondu. Donc, même entre 30 et 65 ans, il faut faire un prélèvement sur frottis cervical. C'est une question qui est dans le chat. Oui, oui, c'est ça. Il faut faire un prélèvement cervico-utérin, mais qui sera analysé par le laboratoire en test HPV. Il y a deux façons. Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais la notion d'âge, c'est juste pour le virus HPV, on l'élimine au début de notre vie sexuelle, on l'élimine de façon spontanée. Donc, rechercher le virus, il est très fréquent, tout le monde le rencontre. Si on recherche chez des gens jeunes de moins de 30 ans le virus HPV, on va le trouver chez 100% des femmes. Ce qui ne veut pas dire qu'il sera dangereux et qu'il faut traiter ces femmes avec je ne sais pas quoi. Donc, c'est pour ça qu'on fait que le frottis. On veut voir si le virus a altéré les cellules du col de l'utérus, c'est-à-dire qu'il a commencé à éventuellement, alors pas un cancer, on en est loin, mais à altérer les cellules et à faire un travail, je dirais, de dégradation de l'ADN, de modification de l'ADN. Après 30 ans, notre immunité naturelle a, pour la plupart des femmes, éliminé le virus HPV de façon spontanée, sans aucun traitement, juste notre immunité naturelle. Et donc, la recherche de ce virus permet un triage en quelque sorte. Ça permet chez des femmes de plus de 30 ans, chez qui il faut continuer à être sûr que HPV ne va pas dégrader les cellules, on commence par voir si on trouve du virus, des traces de virus, et on ne fait l'analyse au microscope des cellules prélevées que chez les femmes chez qui on aura trouvé le virus. Ça permet, c'est un autre métier si vous voulez. Le dosage HPV, ce sont des biologistes qui font cet examen, mais après l'examen de la cytologie, ce sont des anatomocytopathologistes qui regardent sur la lame le frottis au microscope. C'est un examen plus long, c'est un simple triage. Mais dans tous les cas, ça repose sur un prélèvement cervico-utérin.
mais qui est fait avec le même prélèvement. C'est-à-dire que la sage-femme, le gynécologue, le médecin traitant, ils font un prélèvement cervico-utérin, la petite brossette qu'on met dans un tube, et c'est au niveau du laboratoire où on fait d'emblée un examen cyto, ou on fait d'abord le test HPV. C'est juste un triage en quelque sorte. Mais pour la patiente et pour le professionnel de santé, c'est le même prélèvement. L'autoprélèvement, c'est complètement autre chose. D'abord, c'est vaginal, on ne va pas frotter le col, c'est un petit bâtonnet que la femme s'insère elle-même dans son vagin pour essayer de récupérer des cellules vaginales, pour essayer de voir si, et dans un liquide, pour voir s'il y a des traces. Donc, c'est un dosage HPV aussi sur cet autoprélèvement, mais il n'y a pas de cellules. On ne peut pas analyser des cellules. Donc, si on trouve de l'HPV sur l'autoprélèvement, il faut nécessairement aller faire un prélèvement cervico-utérin. Donc, il faut nécessairement que la femme aille après voir dans un second temps un professionnel de santé. Et donc, ce n'est pas recommandé en routine. C'est à réserver. Certaines sages-femmes l'utilisent, certains gynécos, chez des femmes chez qui elles n'arrivent pas à poser un spéculum, chez qui on n'arrive vraiment pas à obtenir l'examen gynécologique. Pour l'instant, ce n'est pas du tout validé en routine de dépistage. D'accord, merci beaucoup. J'aurais une petite question. Oui. En cas de lésion HPV, donc avérée avec une intervention, combien de temps doit intervenir le prochain dépistage? 1 an, 2 ans? Ça dépend de ce qui aura été trouvé, soit à la colposcopie, soit si après il y a une conisation. C'est au cas par cas en fonction de ce qui aura été trouvé. Après conisation? Je ne suis pas gynéco, ça c'est à voir avec la personne qui aura fait ça dépend justement de l'analyse qui aura été faite de la colonisation, du niveau de est-ce que c'était un CIN de bas grade, un ASCUS, enfin voilà, il y a tous les acronymes qui vont derrière, et la surveillance suivante est à ajuster aux résultats microscopiques qui aura été vu, histologiques. Donc il y a des référentiels et où c'est à voir avec le gynécologue qui aura pratiqué la conisation. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait encore d'autres questions du coup? Je pense que c'est tout bon du coup. Merci encore à vous deux pour cette présentation. J'enverrai effectivement la présentation du coup aux personnes et puis le replay sera disponible d'ici quelques jours. Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup. Merci à vous d'avoir organisé ce webinaire. Avec plaisir. Merci, bonne journée, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.